il n'y en a point. Soit, pour bien suivre votre pensée et traiter cette matière en philosophe, il faut commencer selon l'ordre des choses, par une exacte connaissance de la nature des lettres et de la différente manière de les prononcer toutes. Et là-dessus, j'ai à vous dire que les lettres sont divisées en voyelles, ainsi dites voyelles parce qu'elles expriment les voix, et en consonnes, ainsi appelées consonnes parce qu'elles sonnent avec les voyelles, et ne font que marquer les diverses articulations des voix. Il y a 5 voyelles, ou voix A, E, I, O, U. J'entends tout cela. La voix A se forme en ouvrant fort la bouche. Ah, 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 oui. La voix E se forme en rapprochant la mâchoire d'en bas de celle d'en haut. A, E, A, E, A, E. Ma foi, oui, ah, que cela est beau. Et la voix I, en rapprochant encore davantage les mâchoires l'une de l'autre et en écartant les deux coins de la bouche vers les oreilles. A, E, I. A, E, I. Cela est vrai. Vive la science. La voix O se forme en rouvrant les mâchoires et rapprochant les lèvres par les deux points, le haut et le bas. O, O, O. Il n'y a rien de plus juste. A, E, I, O, I, O. Cela est admirable. I, O, I, O. L'ouverture de la bouche fait justement comme un petit rond qui représente un O. O, O, O. Vous avez raison. Ah, la belle chose que de savoir qu'il y a une chose. La voix U se forme en rapprochant les dents, sans les joindre tout à fait, et allongeant les deux lèvres en dehors, les approchant aussi l'une de l'autre, sans les joindre entièrement. U, U, U. Il n'y a rien de plus véritable. U. Vos deux lèvres s'allongent comme si vous faisiez l'amour. D'où bien que, si vous la voulez faire à quelqu'un et vous moquez de lui, vous ne sauriez lui dire que U, U, U. Cela est vrai. Ah, que n'ai-je étudié plus tôt pour savoir tout cela. Demain, nous verrons les autres lettres, qui sont les consonnes. Je vous expliquerai à fond toutes ces curiosités. Au reste, il faut que je vous fasse une confidence. Je suis amoureux d'une personne de grande qualité et je souhaiterais que vous m'aidassiez à lui écrire quelque chose dans un petit billet que je veux laisser tomber à ses pieds. Sans doute, sont-ce des vers que voulez-vous les écrire? Non, je ne veux ni prose ni vers. Il faut bien que ce soit l'un ou l'autre, par la raison, monsieur, qu'il n'y a pour s'exprimer que la prose ou les vers. Il n'y a que la prose ou les vers? Non, monsieur, tout ce qui n'est point prose est vers, et tout ce qui n'est point vers est prose. Et comme il parle, qu'est-ce que c'est bon pour cela? De la prose? Quoi? Quand je dis, Nicole, apportez-moi le pantoufle et me donnez mon bonnet, c'est de la prose? Oui, monsieur. Par ma foi, il y a plus de 40 ans que je dis de la prose, sans que je n'en suce rien. Et je vous suis le plus obligé du monde de m'avoir appris cela. Je voudrais donc, maître Vampire, belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Mais je voudrais que cela fût mis d'une manière galante. Maître, que les feux de ses yeux réduisent votre cœur ensemble, que vous souffrez nuit et jour. Non, 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 je ne veux point tout cela. Je ne veux que ce que je vous ai
arrangé comme il le faut. On la peut mettre, premièrement, comme vous l'avez dit. Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Ou bien, d'amour, mourir me font. Belle marquise, vos beaux yeux. Ou bien, vos beaux yeux d'amour me font, belle marquise, mourir. Ou bien, mourir, belle marquise d'amour me font. Ou bien, me font, vos yeux beaux, mourir, belle marquise d'amour. Mais de toutes ces façons-là, laquelle est la meilleure? Celle que vous avez dit? Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Cependant, je n'ai point étudié et j'ai fait cela tout du premier coup. Je vous remercie de tout mon cœur et vous invite à venir demain de bonne heure. Je n'y manquerai pas. Comment? Mon habit n'est point encore arrivé? Non, monsieur. Ce maudit tailleur me fait bien attendre pour un jour où j'ai tant d'affaires. J'enrage, au diable le tailleur, la peste étouffe le tailleur. Si je le tenais maintenant, ce tailleur détestable, ce chien de tailleur-là, ce traître de tailleur, Ah, vous voilà. Je m'allais mettre en colère contre vous. Je n'ai pas pu venir plus tôt. Et j'ai mis fin au garçon, après votre habit. Vous m'avez envoyé des bas de soie si étroits que j'ai eu toutes les peines du monde à les mettre. Et il y a déjà 2 mailles de rompues. Ils ne se largeront que trop. Oui, si je romps toujours des mailles. Vous m'avez aussi fait faire des souliers qui me blessent furieusement. Point du tout, monsieur. Comment, point du tout? Non, il ne vous blesse point. Je vous dis qu'il me blesse, moi. Vous vous imaginez cela? Je me l'imagine parce que je le sens. Voyez la belle raison. Tenez, voici le plus bel habit de la cour et le mieux assorti. C'est un chef-d'œuvre que d'avoir inventé un habit sérieux qui ne fut pas noir. Et je le donne en 6 coups aux tailleurs les plus éclairés. Qu'est-ce que ceci? Vous avez mis les fleurs en bas. Vous ne m'aviez pas dit que vous les vouliez en haut. Est-ce qu'il faut dire cela? Oui, monsieur. Les personnes de qualité les portent de la sorte. Les personnes de qualité portent les fleurs en bas. Oui, monsieur. Oh, voilà qui tombe bien. Si vous voulez, je les mettrai en haut. Non. Vous n'avez qu'à dire. Non, vous dites, vous avez bien fait. Croyez-vous que mon habit m'aille bien? Belle demande. Je défie un peintre avec son pinceau de ne rien vous faire de plus beau. J'ai chez moi un garçon qui, pour monter une ringrade, est le plus grand génie du monde. Et un autre qui, pour assembler un pourpoint, est le héros de notre temps. La perruque et les plumes sont-elles comme il faut? Tout est bien. Ho, 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 monsieur le tailleur. Voilà de mon étoffe du dernier habit que vous m'avez fait. Je la reconnais bien. C'est que le taf me sembla si belle que j'en ai voulu lever un habit pour moi. Oui, mais il ne fallait pas le lever avec le mien. Voulez-vous mettre votre habit? Oui, donnez-le-moi. Attendez, cela ne va pas comme cela. J'ai amené les gens pour vous habiller en cadence. Et ces sortes d'habits se mettent avec cérémonie. Oh là, entrez vous autres et mettez cet habit à monsieur de la manière que vous faites aux gens de qualité. Mon gentilhomme, donnez, s'il vous plaît, au garçon quelque chose pour boire. Comment m'appelez-vous? Mon gentilhomme. Mon gentilhomme, voilà ce que c'est de se mettre en personne de qualité. Tenez, voilà pour mon gentilhomme. Monseigneur, nous vous sommes bien obligés.
général que Monseigneur. Tenez, voilà ce que Monseigneur vous donne. Monseigneur, nous allons voir à la santé de votre grandeur. Votre grandeur? Oh, 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 attendez, ne vous en allez pas à moi, votre grandeur. Ma foi, s'il va jusqu'à l'altesse, il aura toute ma bourse. Tenez, voilà pour ma grandeur. Monseigneur, nous la remercions très humblement de ses libéralités. Il a bien fait, je lui allais tout donner. Suivez-moi, que j'aille un peu montrer mon habit par la ville. Et surtout, ayez soin tous deux de marcher immédiatement sur mes pas, afin que l'on voie bien que vous êtes à moi. Oui, monsieur. Appelez-moi Nicole, que je lui donne quelques ordres. Ne bougez, la voilà. Comme vous me la bâtie. Mais n'a-t-on jamais vu une pandarde comme celle-là qui me vient rire insolemment au nez au lieu de recevoir mes ordres? Que voulez-vous que je fasse, monsieur? Petit songe, coquine, à préparer ma maison pour la compagnie qui doit venir tantôt. En cette belle journée de l'automne 1670, nous voici au cœur de Paris, sur le Pont-Neuf. C'est un endroit que Molière connaît bien. Enfant, il habitait le quartier des Halles, brouillant de vie et d'animation, et venait souvent s'y distraire. Nicolas Boileau, dans Les embarras de Paris, a su rendre compte de cette intense animation. En quelque endroit que j'aille, il faut fendre la presse d'un peuple d'importuns qui fourmille sans cesse. L'un me heurte d'une planche dont je suis tout froissé. Je vois d'un autre coup mon chapeau renversé. Et plus loin, des laquais, l'un l'autre s'agaçant, font aboyer les chiens et jurer les passants. Chacun prétend passer. L'un mugit, l'autre jure. Des mulets, en sonnant, augmentent le murmure. On n'entend que les cris, poussés confusément. Dieu, pour s'y faire ouïr, tonnerait vainement. Sur les trottoirs du Pont-Neuf, déambulent des vendeurs d'élixirs et de pommades qui vantent leurs remèdes miraculeux. Toutes sortes de colporteurs vont et viennent au milieu de la foule. Tandis que des ballots circulent, musiciens et comédiens juchés sur des tréteaux apostrophent la foule.
Approchez, approchez, bon peuple de Paris, venez vous divertir. Nous, les amis du grand Molière, nous avons le plaisir et l'honneur de vous présenter quelques-unes des plus fameuses scènes de cette comédie-ballet créée en octobre dernier au château de Chambord pour le divertissement de Sa Majesté le roi Louis XIV. D'ici quelques jours, vous pourrez découvrir au théâtre du Palais Royal la pièce du bourgeois gentilhomme dans son intégralité et, cette fois, accompagnée de la magnifique musique de Jean-Baptiste Lully. Que nous raconte la pièce? Monsieur Jourdain, un bourgeois fortuné, fait tout pour ressembler aux gens de qualité. Son plus cher désir est de devenir gentilhomme. Il cherche par tous les moyens à acquérir les bonnes manières de la haute société afin de courtiser une marquise, Dorée même. Mais son obsession le rend ridicule. Il ne sait se comporter face à la mode, à l'art, la culture ou encore l'amour, en dépit des leçons des différents maîtres qu'il provoque. Voici justement le maître de musique, c'est le maître à danser qui arrive chez Monsieur Jourdain. Écoutez, regardez. Venez, entrez dans cette salle et vous reposez là en attendant qu'il vienne. Et vous aussi de ce côté. Est-ce fait? Oui. Voyons. Voilà qui est bien. Est-ce quelque chose de nouveau? Oui, c'est un air pour une sérénade que je lui fais composer ici, en attendant que notre homme fût éveillé. Peut-on voir ce que c'est? Vous l'allez entendre avec le dialogue quand il viendra. Il ne tardera guère. Nos occupations, à vous et à moi, ne sont plus petites maintenant. Il est vrai, nous avons trouvé ici un homme comme il nous le faut à tous deux. Ce nous est une douce rente que ce monsieur Jourdain, avec les visions de noblesse et de galanterie qu'il est allé se mettre en tête. Et votre danse et ma musique aurait à souhaiter que tout le monde lui ressemblât. Non, pas entièrement. Et je voudrais pour lui qu'il se connaît mieux qu'il ne fait aux choses que nous lui donnons. Il est vrai qu'il les connaît mal, mais il les fait bien. Et c'est de quoi, maintenant, nos arts ont plus besoin que de toute autre chose. Pour moi, je vous l'avoue, je me repèse un peu de gloire. Les applaudissements me touchent, et je tiens que dans tous les beaux-arts, c'est un supplice assez fâcheux que de se produire à des sots. Il y a plaisir, n'en parlez point, à travailler pour des personnes qui sont capables de sentir les délicatesses d'un art, qui sachent faire un doux accueil aux beautés d'un ouvrage, et, par de chatoyantes approbations, vous régaler de votre travail. J'en demeure d'accord, et je l'écoute comme vous. Il n'y a rien, assurément, qui chatouille davantage que les applaudissements que vous dites. Mais cet ensemble ne fait pas vivre. C'est un homme, à la vérité, dont les lumières sont petites, qui parle à tort et à travers de toutes choses et n'applaudit qu'à contresens. Mais son argent redresse les jugements de son esprit. Il y a quelque chose de vrai dans ce que vous dites, mais je trouve que vous appuyez un peu trop sur l'argent. Vous recevez fort bien, pourtant, l'argent que notre homme vous donne. Assurément, mais je n'en fais pas tout mon bonheur. Et je voudrais qu'avec son bien, il eût encore quelques bons goûts des choses. Je le voudrais aussi, et c'est à quoi nous travaillons tous deux autant que nous pouvons. Mais, en tout cas, il nous donne le moyen de nous faire connaître dans le monde. Le voilà qui vient.
Qu'est-ce? Me ferez-vous voir votre petite drôlerie? Comment? Quelle petite drôlerie? Et là, comment appelez-vous cela? Votre prologue ou dialogue de chansons et de danse? Ha ha! Vous nous y voyez préparés. Je vous ai fait un peu attendre, mais c'est que je me fais habiller aujourd'hui comme les gens de qualité et mon tailleur m'a envoyé des bas de soie que je pensais ne mettre jamais. Nous ne sommes ici que pour attendre votre loisir. Je vous prie tous deux de ne vous point en aller qu'on ne m'ait apporté mon habit afin que vous me puissiez voir tout ce qui vous plaira. Vous me verrez équipée, vue comme il faut, depuis les pieds jusqu'à la tête. Nous n'en doutons point. Je me suis fait faire cette indienne-ci. Elle est fort belle. Mon tailleur m'a dit que les gens de qualité étaient comme cela le matin. Cela vous sied à merveille. Laquelle? Oh là, oh laquelle? Que voulez-vous, monsieur? Rien. C'était pour voir si vous m'entendez bien. Que dites-vous de mes livrées? Elles sont magnifiques. Voici encore un petit déshabillé pour faire le matin mes exercices. Il est galant. Laquelle? Monsieur? L'autre laquelle? Monsieur? Tenez ma robe. Me trouvez-vous bien comme cela? Fort bien. On ne peut pas mieux. Voyons un peu votre affaire. Je voudrais bien auparavant vous faire entendre un air qui vient de composer pour la sérénade que vous m'avez demandé. C'est un de mes écoliers qui a, pour ces sortes de choses, un talent admirable. Oui, mais il ne fallait pas faire cela par un écolier. Et vous n'étiez pas trop bon vous-même pour cette besogne-là. Il ne faut pas, monsieur, que le nom d'écolier vous abuse. Ces sortes d'écoliers en savent autant que les plus grands maîtres. Et l'air est aussi beau qu'il s'en puisse faire. Écoutez seulement. Donnez-moi ma robe, pour mieux entendre. Attendez, je crois que je serais mieux sans robe. Non, retenez-la. Cela ira mieux. Je languis nuit et jour, et mon mal est extrême. Depuis que vos rigueurs, vos beaux yeux m'ont soumis, si vous traitez ainsi, belle iris qui vous aime, hélas, que pourriez-vous faire à vos ennemis? Cette chanson me semble un peu lugubre. Elle endort, et je voudrais que vous la puissiez un peu ragaillardir par-ci par-là. Il faut, monsieur, que l'air soit accommodé aux paroles. On en a pris un tout à fait joli il y a quelque temps. Attendez, là, comment est-ce qu'il dit? Par ma foi, je ne sais. Il y a du mouton dedans. Du mouton? Oui. Ah. Je croyais à le temps si douce que belle, je croyais à le temps plus douce qu'un mouton. Hélas, hélas, elle est 100 fois, 1000 fois plus cruelle que de le tigre bois. N'est-il pas joli? Le plus joli du monde. Et vous le chantez bien. C'est sans avoir appris la musique. Vous devriez l'apprendre, monsieur, comme vous faites la danse. Ce sont deux arts qui ont une étroite liaison ensemble et qui ouvrent l'esprit d'un homme aux belles choses. Est-ce que les gens de qualité apprennent aussi la musique? Oui, monsieur,
ne sais quel temps on pourrait prendre. Car, outre le maître d'armes qui me montre, j'ai arrêté encore un maître de philosophie qui doit commencer ce matin. La philosophie est quelque chose, mais la musique, monsieur, la musique. La musique et la danse. La musique et la danse, c'est là tout ce qu'il faut. Il n'y a rien qui soit si utile dans un état que la musique. Il n'y a rien qui soit si nécessaire aux hommes que la danse. Sans la musique, un état ne peut subsister. Sans la danse, un homme ne saurait rien faire. Tous les désordres, toutes les guerres qu'on voit dans le monde n'arrivent que pour n'apprendre pas la musique. Tous les malheurs des hommes, tous les revers funestes dont les histoires sont remplies, tout cela n'est venu que faute de ne savoir danser. Comment cela? La guerre ne vient-elle pas d'un manque d'union entre les hommes? Cela est vrai. Et si tous les hommes apprenaient la musique, ne serait-ce pas le moyen de s'accorder ensemble et de voir dans le monde la paix universelle? Vous avez raison. Lorsqu'un homme a commis un manquement dans sa conduite, soit aux affaires de sa famille, ne dit-on pas toujours « un tel a fait un mauvais pas dans telle affaire ». Oui, on dit cela. Et faire un mauvais pas peut-il procéder d'autre chose que de ne savoir pas danser? Cela est vrai, et vous avez raison tous deux. C'est pour vous faire voir l'excellence et l'utilité de la danse et de la musique. Je comprends cela à cette heure. Voulez-vous voir une des affaires? Oui. Je vous l'ai déjà dit. C'est un petit essai que j'ai fait autrefois des diverses passions que peut exprimer la musique. Fort bien. Allons, avancez. Il faut vous figurer qu'ils sont habillés en berger. Pourquoi toujours des bergers? On ne voit que cela partout. Lorsqu'on a des personnes à faire parler en musique, il faut bien que, pour la vraisemblance, on donne dans la bergerie. Le chant a été de tout temps affecté aux bergers. Passe, passe, voyons. À des ardeurs si belles, les sons enflammés. Ah, qu'il est doux d'aimer quand deux cœurs sont fidèles. Est-ce tout? Oui. Voici, pour mon affaire, un petit essai des plus beaux mouvements et des plus belles attitudes dont une danse puisse être variée. Sont-ce encore des bergers? C'est ce qui vous plaira. Allons. Voilà qui n'est point sot. Et ces gens-là se trémoussent bien. Lorsque la danse sera mêlée avec la musique, cela fera plus d'effet encore. C'est pour tantôt au moins, et la personne pour qui j'ai fait faire tout cela me doit faire l'honneur de venir dîner séant. Tout est prêt. Au reste, monsieur, cela n'est pas assez. Il faut qu'une personne comme vous, qui êtes magnifique et qui avez de l'inclination pour les belles choses, ait un concert de musique chez soi, tous les mercredis ou tous les jeudis. Est-ce que les gens de qualité en ont? Oui, monsieur. Alors j'en aurai donc. Cela sera-t-il beau? Sans doute, il vous faudra 3 voix. Un dessus, une contre et une basse, qui seront suivies d'une basse de viol, d'un téor et d'un clavecin pour les basses continues, avec 2 dessus de violon pour jouer les ritournelles.
faudra mettre aussi une trompette marine. La trompette marine, c'est un instrument qui me plaît et qui est harmonieux. Laissez-nous observer les choses. Au moins, n'oubliez pas tantôt d'envoyer des musiciens pour chanter à la table. Vous aurez tout ce qu'il vous faut. Mais surtout que le ballet soit beau. Vous en serez content. Et entre autres choses, de certains débuts que vous aimez. Ah, les menus sont à danse. Et je veux que vous me les voyiez danser. Allons, mon maître. Un chapeau, monsieur, s'il vous plaît. En cadence, s'il vous plaît. La jambe droite. Ne remuez point tant les épaules. Vos deux bras sont estropiés. Haussez la tête, tournez la pointe du pied en dehors. Dressez votre corps. Hey. À propos, apprenez-moi comme il faut faire une révérence pour saluer une marquise. J'en aurai tantôt besoin. Une révérence pour saluer une marquise. Oui, une marquise qui s'appelle Dorimène. Donnez-moi la main. Non, vous n'avez qu'à faire, et je le retiendrai bien. Si vous voulez la saluer avec beaucoup de respect, il faut faire d'abord une révérence en arrière. Puis, marcher vers elle avec 3 révérences en avant et, à la dernière, vous baissez jusqu'à ses genoux. Exemple. Bon. Pour parfaire sa formation d'homme de qualité, M. Jourdain a également décidé de s'initier à tirer les armes. Il est immédiatement subjugué par la démonstration du maître d'armes. Pour pousser son avantage, le maître n'hésite pas à affirmer la supériorité de la science des armes sur la danse et la musique, ce qui déclenche la colère des maîtres de danse et de musique. Les injures fusent et l'on en viendrait presque aux mains. Monsieur Jourdain compte sur l'arrivée du maître de philosophie pour apaiser la situation. Mais le philosophe s'empresse de revendiquer la supériorité de la philosophie sur l'art de tirer les armes, la musique ou encore la danse. Voilà le philosophe copieusement faussé par les 3 autres. Et Monsieur Jourdain ne s'esquivait que dalle. Puis le maître de philosophie réapparaît en
piteux état.